bienvenue dans un nouvel épisode de Biocénose. Le 14 juillet, c'est la fête nationale française, que l'on célèbre souvent avec un feu d'artifice. Une tradition héritée de nos aînés, que l'on perpétue de génération en génération. À première vue, on peut se dire « Alors, l'héritage culturel, ça c'est bien un truc d'homo sapiens ». Et pourtant, nous ne sommes pas les seuls à transmettre du patrimoine immatériel. Ce mois-ci, je vous propose de plonger dans 3 histoires d'héritage culturel tirées du monde animal. Vous êtes prêts ? Alors enfilez vos bottes virtuelles, je vous emmène. En Afrique australe, il est possible de croiser des mangoustes rayés, des mammifères qui vivent en groupe entre 5 et 40 individus. Les femelles ont des portées de 2 à 6 petits, qui sont élevés par l'ensemble du groupe. Après un mois passé dans le terrier, les jeunes sortent et partent à la recherche de nourriture. Mais attention, cette phase d'apprentissage ne se fait pas n'importe comment. On n'embarque pas tout le monde et advienne que pourra. Non. Chaque petit est pris en charge par un adulte accompagnateur qu'il suivra jusqu'à son indépendance nutritionnelle à l'âge de 3 mois. Il faut savoir que ces duos ne sont pas régis par la génétique, ce qui veut dire que les petits ont autant de chances d'être en duo avec leur frère ou leur sœur ou leurs parents qu'un autre membre du groupe. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que l'accompagnateur transmet ses préférences culinaires aux jeunes ? Pour y répondre, une équipe britannique a étudié un groupe d'une 20aine de mangoustes rayés en Ouganda. Et à votre avis, comment ils ont fait ? Si vous avez répondu facile, ils ont prélevé leur moustache pour faire une analyse des isotopes stables. Bravo, vous êtes aussi tordu que les chercheurs et chercheuses en écologie. Sinon, je vous rassure, moi aussi, quand j'ai lu l'article, je me suis demandé « Mais c'est quoi le rapport ?» Et en fait, c'est pas si bête. De nombreux éléments chimiques ont des variations de neutrons et de protons. Par exemple, il existe le carbone 12 avec 6 protons et 6 neutrons. Mais aussi le carbone 13 avec 6 protons et 7 neutrons. Et avec un neutron de plus, il est plus lourd. Du fait de cette différence de masse, ces isotopes se comportent différemment. Et donc, on observe des variations naturelles de leur abondance relative dans l'environnement. Et qui dit dans l'environnement, dit aussi dans la nourriture. Et comme les tissus sont synthétisés à partir de ces éléments, la composition des tissus reflète donc ce qu'ils ont mangé. Par exemple, les rapports isotopiques du carbone et de l'azote dans les tissus des ours bruns qui se nourrissent de saumon sont très différents de ceux qui mangent des baies. Autre atout de cette méthode, si on connaît le temps de renouvellement d'un tissu, on peut dater les informations qu'il contient. Par exemple, le plasma a un taux de renouvellement rapide. Donc son analyse nous donne des informations pendant les quelques jours précédant le prélèvement. A contrario, la composition des tissus kératinisés, tels que les poils, les griffes ou les moustaches, ne change plus après leur formation et conserve donc les informations du régime alimentaire de l'animal au moment de la synthèse du tissu. Donc, aussi fou que ça paraisse, en analysant les moustaches des mangoustes, on peut avoir une idée de leur régime alimentaire. Bon, quels sont les résultats ? Eh bien, l'équipe de recherche a découvert que le rapport isotopique des moustaches des jeunes qui sont produites pendant l'allaitement, et donc qui sont encore dans le terrier, n'était pas spécialement proche de celui de leur accompagnateur. Mais dès que les jeunes quittent le terrier, et qui sont avec leur accompagnateur, leurs moustaches ont un rapport isotopique qui ressemble plus à celui de leur accompagnateur qu'à celui des autres membres du groupe, y compris de leurs parents. Et cette proximité isotopique, elle s'observe toujours lorsque le jeune est devenu un adulte autonome, ce qui veut dire qu'il a gardé les mêmes habitudes. Donc, on peut dire que la tradition culinaire chez les mangoustes rayés se transmet d'accompagnant à jeune, qu'elle persiste à l'âge adulte et qu'elle sera transmise à la prochaine génération de la même façon. Bon. Ça, c'est un peu le niveau débutant de l'héritage culturel. Je veux pas faire ma mauvaise langue, mais bon, tout le monde est là, au même endroit, au même moment. Ouais,
C'est un peu facile, non? Mais comment on fait quand la génération précédente n'est plus là? Ça vous dit de mettre le cap pour le Brésil? Mais qu'est-ce que vous me faites là? Je sais que c'est l'été, mais je n'ai prévu ni cocktail ni bronzette. Revenons aux fondamentaux et causons plutôt abeilles. Plus précisément, abeilles mélipones, ces abeilles standards qui vivent aussi en colonie. On va s'intéresser plus particulièrement à Scaptotrigona depilis, une espèce néotropicale qui est connue pour construire 2 types de nids. Le premier est composé de rayons plats empilés avec un pilier central, façon présentoir à dessert. Le second présente une forme hélicoïdale sans pilier central, façon coquille d'escargot. Chose surprenante, ces 2 architectures coexistent et ce dans la même région. Une étude menée en 2022 et 2023 par une équipe internationale a montré que sur les 413 nids, la très grande majorité avait une architecture à rayons plats, mais 15 étaient en architecture hélicoïdale. Avant de rentrer dans les détails de leurs travaux, il faut savoir 2 choses sur ces mélipones. Tout d'abord, comme les abeilles mellifères, quand la colonie devient trop populeuse, une partie quitte le nid pour aller s'installer ailleurs. Et qui dit s'installer ailleurs, dit aussi construire un nouveau nid. Deuxième chose, les ouvrières ne passent que 2 ou 3 semaines à construire le nid. Ensuite, elles passent à d'autres activités. Donc la construction du nid va être réalisée par plusieurs générations. Donc, maintenant que vous savez ça, comment est transmise cette culture architecturale au fil des générations? Pour répondre à cette question, l'équipe de recherche a réalisé 2 expériences. Première expérience, ils ont placé des mélipones bâtisseuses expérimentées dans des nids en construction. Eh bien, peu importe leur type de nid, les bâtisseuses se sont à chaque fois accoutumées au motif en cours, continuant soit en rayon plat, soit en rayon hélicoïdal, suivant ce qui était déjà présent. Deuxième expérience. Les scientifiques ont récupéré des débuts de nids en rayon plat, qu'ils ont modifiés pour leur donner une forme hélicoïdale. Résultat des courses. 7 jours après la modification, un peu plus de 40% des colonies étaient passées sur une architecture hélicoïdale. Ainsi, les scientifiques ont conclu que les traditions architecturales des mélipones sont maintenues non pas grâce à un apprentissage social comme chez la mangouste, mais par un mécanisme de stigmergie. La présence des rayons existants va guider la construction des suivants. La culture, elle est transmise par l'architecture elle-même. Bon, là, on est d'accord, on est déjà à un niveau au-dessus. Mais savez-vous comment se transmet l'héritage culturel en mode expert, sans aînés et sans traces dans l'environnement? Non? Pas d'idée? Eh ben, figurez-vous que moi non plus. Ou plutôt, j'ai une petite idée, mais c'est beaucoup moins fun. Le mélifage régent est une espèce de passereau originaire du sud-est de l'Australie. Son nom fait écho à son régime alimentaire à base de nectar d'eucalyptus qu'il complète avec des insectes et parfois des fruits. Chez les mélifages régents, seuls les mâles chantent, et ce pendant la parade nuptiale et l'établissement de leur territoire. Mais une fois les oisillons nés, les pères se taisent et les jeunes sont chassés du territoire avant la nouvelle saison. Donc, pour apprendre le précieux chant, les jeunes doivent s'associer à un mâle plus âgé, autre que leur père. En théorie, ça marche, et plutôt bien. En théorie, quand tout va bien. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les mélifages régents se déplaçaient dans tout le sud et l'est de l'Australie en bandes de plusieurs centaines d'individus. Aujourd'hui, avec le morcellement et la disparition des forêts d'eucalyptus, c'est une autre paire de manches. En 2018, l'UICN a évalué que la population de mélifages régents comportait entre 350 et 400 individus matures, et elle a classé l'espèce en danger critique d'extinction.
Donc là, on peut penser que la belle théorie, elle commence à prendre du plomb dans l'aile. Et on n'est pas les seuls à avoir pensé ça. Entre juillet 2015 et décembre 2019, une équipe australienne est allée enregistrer les chants de 146 mâles. Et les résultats ne sont pas franchement encourageants. Si dans la région des Montagnes Bleues, le chant des mélifages régents ressemble à ça, eh bien 15% des mâles de la région chantaient une version altérée, souvent plus courte. Et 13% chantaient carrément le chant d'une autre espèce. C'est le cas de ce mâle dont le chant ressemble plus à celui des mélifages à côtelettes. Ces mauvais mélomanes vivaient isolés, avec une médiane d'un seul autre mâle dans un rayon de 1 km, contre 5 chez ceux qui ont appris le bon chant. Si cette étude ne montre pas que les chants altérés aggravent le déclin des mélifages régents, elle montre cependant que le déclin sévère de la population est en train d'éroder sa culture. J'espère que ce sujet vous a autant passionné que moi. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Biocénose en le notant, le commentant ou simplement le partageant autour de vous. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, comme d'habitude, toutes mes sources sont dans les notes de cet épisode. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade dans les coulisses de la recherche en écologie. En attendant, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je partage mes péripéties d'enseignante-chercheuse. D'ici là, si vous avez 2 petites minutes dans votre journée, arrêtez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et observez la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. À bientôt!